Elle livre des paniers repas dans une camionnette, s'est moqué papa. Puis le secrétaire d'État est entré et... Je m'appelle Alicia, j'ai 41 ans. Pour le monde, je suis un fantôme protégeant les personnalités les plus puissantes d'Amérique. Mais pour ma propre famille, je ne suis qu'une livreuse ratée. Le point de rupture a été atteint ce soir-là, lors de la somptueuse fête de fiançailles à Chevy Chase. Au moment où je suis entrée, ma propre sœur, Kay, a eu un sourire narquois et m'a présenté à sa belle famille milliardaire. Voici Alicia. Elle conduit un camion pour livrer des paniers repas. Si vous avez besoin de faire expédier quelque chose, demandez-lui. Toute la salle a éclaté de rire. Mes parents se tenaient là, hochant la tête, les yeux remplis de honte et de pitié en me regardant. Ils ne savaient pas qu'un SIG Sauer P229 était encore chaud sous ma veste, après avoir protégé le secrétaire d'État à peine 30 minutes plus tôt. Ils pensaient que j'étais une moins que rien ayant besoin de charité. Ils n'avaient aucune idée qu'un seul appel téléphonique plus tard ferait trembler l'homme le plus puissant de cette pièce et le forcerait à baisser la tête devant moi. Dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà été méprisé par votre propre sang. La vérité est sur le point d'être révélée. Il y a une forme de paix particulière qui vient du nettoyage d'une arme. C'est mécanique. C'est logique. Cela a un sens, d'une manière que ma famille n'a jamais eue. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine. L'odeur du solvant Opus numéro 9 emplissait l'air. Un parfum qui, pour moi, sent la discipline, mais qui sentirait probablement la violence pour ma mère. Mon SIG Sauer P229 était démonté sur le tapis de nettoyage devant moi. Ce n'est pas juste une arme. C'est l'arme de poing réglementaire du service de la sécurité diplomatique. C'est une extension de ma main. Je venais d'essuyer le ressort récupérateur quand mon téléphone a vibré, vrombrissant agressivement contre le comptoir en granit. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Le rythme de la vibration semblait exigeant. C'était Kay. J'ai essuyé l'huile de mes doigts avec un chiffon en microfibre avant de toucher l'icône verte. Alicia. Enfin. La voix de Kay était stridente et minuscule à travers le haut-parleur. Elle remplissait l'écran de mon iPhone. Même lors d'un appel FaceTime un mardi après-midi décontracté, ma sœur cadette semblait prête pour une séance photo. Ses cheveux étaient parfaitement bruchés, probablement une séance à $60 au salon du coin. Elle portait un chemisier en soie Tory Burch qui coûtait probablement plus que le budget mensuel d'épicerie de mes parents. Derrière elle, je pouvais voir le salon beige immaculé de son appartement. Tout était étudié, tout était faux. Salut, Kay, dis-je, la voix neutre. J'ai jeté un coup d'œil à ma propre tenue, une chemise en flanelle délavée et un jean Levi's usé. Tu ne fais pas encore tes trucs de mécanicienne, j'espère? Kay plissa les yeux vers l'écran, remarquant la tache noire d'huile d'arme sur mon pouce. Peu importe. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai rendez-vous pour ma manucure dans 20 minutes. Je voulais juste revoir le protocole pour demain soir. Protocole. C'était un mot que j'utilisais pour les convois officiels et les points d'extraction. Qu'elle utilisait pour les plans de table et les amuse-gueules. Je connais l'heure, Kay. 19h, Chevy Chase, dis-je en attrapant la glissière de mon pistolet pour inspecter le canon. Oui. Mais écoute, elle se pencha plus près de la caméra, sa voix baissant jusqu'à ce chuchotement conspirateur qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose d'insultant déguisé en conseil. Je pensais à ce que tu devrais porter. Tu as toujours cette robe bleu marine? Celle en jersey, que tu portais à l'enterrement de tante Linda il y a 3 ans? Je me suis arrêtée. Je savais exactement de quelle robe elle parlait. Elle était informe, en polyester bon marché, et légèrement délavée aux coutures. C'était quelque chose que j'avais acheté en solde parce que je n'avais pas eu le temps de faire du shopping entre des missions à Kaboul et à DC. Elle me donnait 10 ans de plus et me faisait paraître 10 kilos plus lourde. Je l'ai, dis-je, mais je comptais porter le tailleur noir que j'ai. Non, me coupa sèchement Kay. Pas de tailleur. Mon Dieu, Alicia, tu as toujours l'air si masculine dans ces tailleurs. C'est une fête de fiançailles, pas un entretien d'embauche dans un entrepôt. En plus, les Preston sont très vieille école, très élégants. Je ne veux pas que tu aies l'air de trop en faire.
La robe bleue est mieux. Elle est humble. Elle correspond à ta situation. Ma situation. J'ai pris un coton-tige et j'ai commencé à nettoyer le canal du percuteur. Compris, dis-je. La robe bleue. Humble. Parfait. Elle a souri, un éclair de dents blanchies. Oh, et le camion, le monstre. Elle parlait de mon Ford F-150. Pour elle, c'était une horreur de pecno. Pour moi, c'était une bête blindée et modifiée avec un moteur V8 capable de défoncer un barrage si nécessaire. C'était un bien du gouvernement déguisé en camion de travail civil. Qu'est-ce qu'il y a avec ? Ne le gare pas dans l'allée, dit Kay en agitant la main d'un air dédaigneux. Et honnêtement, ne le gare même pas devant la maison. Le règlement de copropriété dans le quartier des Preston est un cauchemar. S'il voit ce truc avec les garde-boue et les bosses, ça fait juste baisser la valeur de l'immobilier rien qu'en étant là. Gare-le au coin de la rue, peut-être à 2 pâtés de maison. La marche te fera du bien. J'ai senti un muscle se contracter dans ma mâchoire. Elle bannissait mon véhicule, mon centre de commandement mobile, dans l'ombre parce qu'il ne correspondait pas à son esthétique. Je peux me garer plus loin dans la rue, dis-je. Ma voix est restée stable. Marc Aurèle a écrit un jour, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas discuter. J'allais endurer. Parfait. Elle a vérifié sa montre, une délicate montre tank de quartier que nos parents lui avaient achetée pour sa réussite à l'examen du barreau. Il m'avait donné une tape dans le dos quand j'ai été diplômée du centre de formation des forces de l'ordre fédéral. Une dernière chose, Alicia, et c'est important. Elle m'a regardé droit dans les yeux à travers l'écran. Le sourire avait disparu. Quand les gens demanderont, et ils le feront parce qu'ils sont polis, ce que tu fais. Elle a marqué une pause, soupirant comme si mon existence était un lourd fardeau qu'elle devait porter. Reste vague. Dis que tu travailles dans le soutien logistique ou que tu aides à gérer les livraisons. Ne te lance pas dans des histoires de conduite de poids lourd ou je ne sais quoi que tu fais avec ces boîtes. Le père de Gérald est sénateur, Alicia. Je ne veux pas être embarrassée par des conversations de prolo. Logistique, ai-je répété, et livraison. Exactement. Fais court, souris, mange les amuse-gueules et essaie de te fondre dans le décor. D'accord, je dois y aller. Je t'aime. L'écran est devenu noir avant que je puisse dire au revoir. Je suis restée assise là, dans le silence de ma cuisine. Le « je t'aime » a résonné dans la pièce vide, sonnant aussi creux qu'une douille usée. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à remonter le SIG Sauer. Glissière, ressort, tige guide, carcasse. Clic, clac. L'arme était de nouveau entière, froide, lourde et prête. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au mur près du garde-manger. C'était un coin sombre de la cuisine, dans l'ombre du réfrigérateur. Accrochée là, légèrement de travers, se trouvait une plaque en bois avec une plaque de laiton. Pris pour acte de bravoure du service de la sécurité diplomatique du département d'État des États-Unis, présenté à l'agent spécial Alicia Cooper pour son courage sous le feu lors de l'évacuation de Benghazi. Elle était poussiéreuse. Je ne l'avais pas regardée depuis des mois. Mes parents ne l'avaient jamais regardée, pas une seule fois. Lors de leur visite, ma mère avait même accroché un calendrier par-dessus parce qu'elle disait que le sceau du gouvernement avait l'air trop agressif. J'ai tendu la main et j'ai redressé le cadre. Kay voulait que je sois petite. Elle voulait la sœur qui conduisait un camion pourri et portait du polyester bon marché. Elle avait besoin de cette version de moi. Si j'étais l'échec, alors elle était la réussite. Si j'étais l'ombre, elle était la lumière. C'était la seule dynamique que ma famille comprenait. J'aurais pu tout lui dire, là, au téléphone. J'aurais pu lui dire que « logistique » signifiait coordonner le mouvement d'actifs nucléaires. J'aurais pu lui dire que les « boîtes » que je livrais contenaient parfois des renseignements classifiés qui empêchaient le pays d'entrer en guerre. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas le rôle qu'il m'avait assigné dans le scénario de la famille Cooper. D'accord, Kay, ai-je murmuré à la pièce vide en éteignant les lumières. Je porterai la robe délavée. Je me garerai dans le noir. Je serai ton ombre.
Mais les ombres ont une façon de grandir quand le soleil commence à se coucher. Il y a un verset dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 4, que je me suis récité plus de fois que je ne peux compter, allongé, éveillé, dans des chambres d'hôtel solitaires à l'autre bout du monde, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi sa parenté et dans sa maison. Je ne suis pas un prophète. Je ne prétends pas l'être. Mais ce sentiment a un poids lourd et suffocant. Il explique comment on peut me confier la vie d'un premier ministre en visite le lundi et me traiter comme un cas social par ma mère le mardi. Ce malentendu n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'était pas un grand mensonge qui a explosé. C'était une lente et insidieuse érosion de la vérité qui a commencé il y a exactement 15 ans. Je me souviens clairement de ce jour. C'était un dimanche vif de novembre. Je venais de rentrer en voiture de Glencoe, en Géorgie, fraîchement sorti du centre de formation des forces de l'ordre fédéral. J'avais 26 ans, j'étais épuisée, mais vibrante d'une fierté électrique. Je venais d'obtenir mon insigne. J'étais officiellement agent spécial du service de la sécurité diplomatique. Je suis entré dans la maison de mes parents, la même maison de banlieue avec la pelouse manucurée et le drapeau américain près du porche, débordant de nouvelles. Mon père était dans son sanctuaire, le salon. Il était profondément enfoncé dans son fauteuil en cuir, une bière tiède sur le sous-verre, les yeux rivés sur l'écran de télévision surdimensionné. C'était le football du dimanche soir. Les cow-boys de Dallas perdaient de 3 points et la tension dans la pièce était plus épaisse que la fumée de cigares accrochés au rideau. « Papa » dis-je en me tenant devant la télé, bloquant la vue de la ligne de mêlée. « Je l'ai fait. J'ai réussi. Je suis un agent. » Il s'est penché vers la gauche, essayant de voir autour de ma hanche. « Pousse-toi, Alicia. Ils sont dans la zone rouge. »« Papa, écoute. J'ai eu le poste. Le département d'État. » Il a finalement coupé le son de la télé, mais il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a regardé la télécommande dans sa main. « Département d'État ? C'est le gouvernement, c'est ça ? Fédéral ? » « Oui, ai-je rayonné, sortant de ma poche le portefeuille en cuir avec l'insigne doré. « C'est la police fédérale, je vais protéger. » « Ça inclut une mutuelle dentaire » m'a-t-il interrompu en prenant une gorgée de sa bière. « Et la retraite ? C'est le système fer ? Tu tiens 20 ans là-dedans, Alicia, et tu seras tranquille. Bons avantages, sûrs. Ennuyeux, mais sûrs. » Il ne voulait pas entendre parler du cours de conduite tactique que j'avais brillamment réussi. Il se fichait de la formation au tir ou des cours sur le contre-terrorisme. Pour lui, je venais de décrocher un travail de bureau à la préfecture qui, par hasard, venait avec un bon plan d'épargne. Ce n'est pas ennuyeux, papa. C'est dangereux. Je suis un agent, et j'essayais de le corriger. De la cuisine, Kay est entrée. Elle avait 24 ans à l'époque, commençait juste ses études de droit, et perfectionnait déjà ce sourire de requin. Elle a vu l'insigne dans ma main et n'a même pas scié. Un agent ? Kay a ri, mettant un grain de raisin dans sa bouche. Comme 007 ? S'il te plaît, Alicia, tu as à peine eu la moyenne en sport au lycée. Papa, en gros, elle est gardienne de sécurité pour les ambassades. Tu sais, vérifier les pièces d'identité, ouvrir les portails pour les ambassadeurs. Comme une portière glorifiée. Je ne suis pas une portière, ai-je répliqué sèchement. Je protège des diplomates. C'est ça, dit Kay, me congédiant d'un geste de la main alors qu'elle s'asseyait sur l'accoudoir du fauteuil de papa. Tu fais des courses pour eux. Tu t'assures que leur pressing est en sécurité. C'est du personnel de soutien logistique. Papa a remis le son de la télé. La foule a rugi. Touchdown. Bon, grogna papa, les yeux de nouveau sur l'écran. Assure-toi juste de souscrire à l'assurance vie. On n'est jamais trop prudent si tu conduis dans le trafic de décès, c'est à ce moment-là que la graine a été plantée. Au cours des 15 années suivantes, Kay a arrosé cette graine avec une précision envieuse et malveillante. Elle ne supportait pas l'idée que sa sœur aînée puisse faire quelque chose de cool ou d'héroïque pendant qu'elle était ensevelie sous des papiers de droit des contrats. Alors, elle est devenue ma traductrice pour la famille.
Quand j'ai été déployée à Kaboul pour sécuriser le périmètre de l'ambassade, Kay a dit aux oncles et tantes, Alicia travaille à l'étranger, une sorte de poste de coursière pour le gouvernement. Elle livre des documents. Quand j'ai été assignée à la protection rapprochée du secrétaire d'État, voyageant sur Air Force 2, Kay a dit aux voisins, elle est dans le transport maintenant. Elle conduit les camionnettes pour les responsables gouvernementaux, tu sais, les transporte d'un endroit à l'autre. Et finalement, au fil du jeu du téléphone arabe qui a déformé la vérité, conduire les camionnettes est devenu conduire un camion, et livrer des documents sensibles est devenu livrer des colis. À 35 ans, dans l'esprit de mes parents, j'étais essentiellement une livreuse Uber Eats glorifiée avec une habilitation de sécurité. Ce n'était pas que des mots, c'était des actions. Il y a 3 mois, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. C'était une carte de ma mère. Je l'ai ouverte, m'attendant peut-être à un chèque d'anniversaire ou à une lettre de nouvelles familiales. À la place, une volée de bouts de papier est tombée sur le sol de ma cuisine. Je me suis agenouillée pour les ramasser. C'étaient des coupons découpés dans le journal du dimanche. Subway, un sandwich de 15 cm acheté, un offert. RBS, 2 sandwichs classiques au roast beef pour $6. Jiffy Lube, $10 de réduction sur votre prochaine vidange. Il y avait un post-it collé sur le coupon de Jiffy Lube, écrit de la main de ma mère, Alicia, ma chérie, je sais que tu fais beaucoup de kilomètres avec ton camion, et le prix de l'essence est si élevé en ce moment. J'ai pensé que ça pourrait t'aider pour déjeuner sur la route. Ne sois pas trop fière pour les utiliser. Bise, maman. Je suis restée là, dans ma cuisine, tenant un coupon pour un sandwich au roast beef pendant que mon gilet tactique était posé sur la chaise à côté de moi. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient méchants. Mes parents ne sont pas des méchants de bande dessinée. Ils sont justes. Moyens. Ils sont terrifiés par tout ce qu'ils ne comprennent pas et obsédés par les apparences. La vérité, c'est que leur indifférence fait plus mal que la haine. La haine implique que je compte assez pour provoquer une réaction. L'indifférence me dit que je ne suis rien d'autre qu'un bruit de fond. Si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir parce que votre famille refuse de voir votre vraie valeur, je veux que vous preniez une seconde. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est un petit signal envoyé au monde pour dire que nous existons. Et dites-moi dans les commentaires, je ne suis pas ce qu'ils disent que je suis. Confondons l'algorithme avec la vérité. J'ai regardé ces coupons et j'ai finalement compris l'écosystème de la famille Cooper. Pour que Kay soit l'enfant prodige, l'avocate brillante, riche et couronnée de succès, elle avait besoin d'un contraste. Elle avait besoin que quelqu'un soit en dessous d'elle. Si j'étais un agent fédéral de haut rang protégeant les dirigeants du monde, je serais son égal. Ou pire, je pourrais lui faire de l'ombre. Mes parents ne pouvaient pas gérer ça. Ils avaient besoin que le récit soit simple. Kay est la réussite. Alicia est la galère. Cet ordre les mettait en sécurité. Cet ordre les mettait à l'aise. Ils croient que je suis un échec, dis-je à l'air vide de mon appartement, froissant le coupon d'RBS dans mon poing, parce que croire que je suis un échec leur donne le sentiment de réussir. Alors, je les ai laissés le croire. Je leur ai laissé leur confort. Je leur ai laissé leurs petits mensonges bien ordonnés. Mais demain, les mensonges allaient entrer en collision avec ma réalité. Parce que pendant qu'ils pensaient que je conduisais un camion de livraison, je me préparais à commander un convoi officiel qui paralyserait toute la rocade de la capitale. Et que Dieu vienne en aide à quiconque se mettrait sur mon chemin. À 0500 heures, le tarmac de l'aéroport international de Dule est une étendue désolée et balayée par le vent de béton gris. L'air sent le kérosène brûlé et la pluie verglaçante. C'est une odeur qui déclenche chez moi une réponse physiologique spécifique. Mon rythme cardiaque ralentit, mes pupilles se dilatent, et le monde se rétrécit en une grille de menaces potentielles. Je me tenais près de la porte arrière du SUV blindé mon camion de livraison, comme l'appelle ma famille. Mais ce matin, il ne transportait pas de boîte. Il faisait partie d'un convoi de 3 véhicules attendant de recevoir un atout de grande valeur. Un témoin étranger, vital pour une affaire fédérale de trafic, descendait d'un avion de transport C-130. Le périmètre est bouclé, Cooper. La voix a crépité dans mon oreillette.
C'était Martinez, l'un des marines du détachement de sécurité de l'ambassade. Nous avons les yeux sur toutes les sorties. J'ai tapé sur ma radio. Reçu. Gardez les moteurs en marche. On bouge dès que ses pieds touchent le sol. La rampe de l'avion s'est abaissée avec un gémissement mécanique. Une rafale de vent a fouetté mes cheveux courts sur mon visage, mais je n'ai pas bronché. 6 marines en tenue de combat complète flanquaient le témoin. Ils se déplaçaient avec une grâce synchronisée et létale que l'on ne voit que chez les hommes qui se sont mutuellement confié leur vie. Alors qu'ils s'approchaient de mon véhicule, le marine de tête, un sergent-major avec une mâchoire de granit, s'est arrêté devant moi. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Il m'a fait un signe de tête bref et respectueux. Une reconnaissance de rang et de capacité. Il est à vous, madame, dit-il, sa voix perçant le rugissement des moteurs. Bon voyage. Merci, sergent. On prend le relais. Nous avons fait monter le témoin. La porte a claqué avec le bruit lourd et rassurant de l'acier par balle. Jerry, mon RSO, officier de sécurité régionale, a tapé 2 fois sur le capot du camion. Il s'est approché de ma fenêtre alors que je passais la vitesse du lourd véhicule. Jerry est un homme de peu de mots, un vétéran du Vietnam qui a vu plus de combats que la plupart des stars de films d'action. Bon travail, Cooper, dit Jerry, ses yeux balayant l'horizon une dernière fois. C'était une extraction de manuel. Vous êtes le bouclier d'acier de cette unité. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Le bouclier d'acier. J'ai senti une chaleur se propager dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le chauffage de la voiture. Respect, compétence, but. Dans ce monde, sur ce tarmac, j'étais essentielle. J'étais puissante. J'ai guidé le convoi hors de la zone sécurisée, regardant le lever du soleil saigner d'orange sur l'horizon de la Virginie. Mon travail était terminé. L'adrénaline a commencé à se retirer, laissant derrière elle la douleur sourde dans le bas de mon dos qui vient du port d'un gilet tactique de 10 kilos pendant 6 heures. J'ai tiré sur une aire de repos pour enlever le gilet et sécuriser mon arme dans le coffre-fort. C'est à ce moment-là que mon téléphone personnel a vibré sur le siège passager. L'écran s'est allumé. Maman. J'ai fixé l'écran. Le contraste était saisissant. 1 minute, j'étais Cooper, le bouclier d'acier. La minute suivante, j'étais Alicia, la fille. J'ai déverrouillé le téléphone. Alicia, ma chérie, tu rentres de ton service de nuit? Puisque tu as le gros camion, peux-tu t'arrêter chez Costco? On a besoin de boissons pour la fête de quai ce soir. 5 packs de la Croix saveur pamplemousse, et peut-être 5 packs de Coca Light. Ceux de 36. Ça nous évite les frais de livraison, et ton camion a plein de place. Merci. J'ai lu le message 2 fois. Mon camion. Ce véhicule a des pneus increvables, un blindage renforcé capable d'arrêter une balle de 7,62 mm, et un système de communication par satellite crypté. Et ma mère le voyait comme un caddie de supermarché. Elle ne m'a pas demandé si j'étais fatiguée. Elle ne m'a pas demandé si j'étais en sécurité. Elle a juste vu un gros camion et de la main-d'œuvre gratuite. J'ai regardé le tableau de bord. Je pouvais dire non. Je pouvais lui dire que j'avais un débriefing. Je pouvais lui dire la vérité, que c'est un véhicule gouvernemental et que je ne devrais pas transporter des sodas pour une fête de fiançailles de banlieue. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que le conditionnement est profond. Parce que se battre contre eux demande plus d'énergie que de simplement faire la fichue tâche. Reçu, ai-je murmuré à personne, en mettant le camion en marche. 40 minutes plus tard, j'étais dans le purgatoire connu sous le nom de parking de Costco. J'ai manœuvré l'énorme SUV noir dans une place entre un monospace couvert d'autocollants de famille en bâton et une berline avec un autocollant de pare-choc, élève conducteur. Je suis sorti, portant toujours mon pantalon tactique et mes bottes lourdes, bien que j'aie troqué ma chemise tactique pour celle en flanelle. Les gens me dévisageaient. J'avais l'air prête à envahir l'allée des poulets rôtis. Traverser l'entrepôt était une expérience surréaliste. Il y a 1 heure, je cherchais des snipers. Maintenant, je cherchais le meilleur prix pour de l'eau pétillante. J'ai lutté pour mettre 5 packs de la Croix et 5 packs de Coca Light sur un chariot plat.
C'était lourd, encombrant. L'effort physique n'était rien comparé à l'entraînement, mais le poids mental était écrasant. J'ai payé avec ma propre carte. Maman oubliait toujours de me rembourser avant des semaines et j'ai ramené le chargement au camion. Au moment où je suis arrivé devant le complexe d'appartements de quai, le soleil était haut et brillant. C'était un bel endroit, fermé, avec des haies manucurées, le genre d'endroit où les gens appellent la police si une voiture est garée dans la rue trop longtemps. J'ai reculé dans l'allée et j'ai envoyé un SMS à Kay, je suis là. La porte d'entrée s'est ouverte. Kay se tenait là, enveloppée dans un peignoir en soie, les mains en l'air comme un chirurgien se préparant pour une opération. Oh, Dieu merci, a-t-elle crié, sans faire un pas dehors. Je viens de mettre ma deuxième couche de vernis. Rose ballerine. Je ne peux littéralement rien toucher pendant 20 minutes. Je suis sortie du camion. La chaleur qui irradiait de l'asphalte m'a frappée. Où veux-tu que je les mette? Ai-je demandé, attrapant les 2 premiers packs de soda, mes biceps se tendant contre la flanelle. Apporte-les simplement dans le salon, a-t-elle ordonné, agitant un ongle humide vers la porte ouverte. Empile-les dans le coin, près du chariot-bar. Mais fais attention. Je suis passé devant elle, transportant 25 kilos d'eau gazeuse. J'ai senti l'odeur chimique de l'acétone et d'un parfum cher. Elle a remplacé l'odeur de kérosène dans mon nez. Attention, a crié Kay alors que je mettais le pied dans l'entrée. Je viens de faire refaire le parquet la semaine dernière. Ne traîne pas ces boîtes, Alicia. Soulève-les. Si tu raies le chêne, Gérald va faire une crise cardiaque. Je me suis arrêtée au milieu de son salon. Mes bottes, des bottes qui avaient défoncé des portes dans des simulations d'entraînement, couinaient légèrement sur le bois poli immaculé. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale. J'ai compris, Kay, ai-je grogné en posant les boîtes lentement. Assure-toi qu'elles sont droites, a-t-elle ajouté, s'appuyant contre le cadre de la porte, soufflant sur ses ongles. Et essaie de ne pas mettre de saleté. Tes bottes ont l'air poussiéreuses. Tu viens d'un chantier ou quoi? Je l'ai regardé. De l'aéroport, ai-je dit doucement. Burke, l'aéroport, elle a plissé le nez. Tellement plein de germes. Tu devrais probablement te laver les mains avant de toucher à la préparation de la nourriture tout à l'heure. J'ai posé le dernier pack de Coca Light. Clac. Je suis le bouclier d'acier, ai-je pensé. Les mots sonnaient amers et lointains maintenant. Ici, dans cette maison, je n'étais pas un bouclier. Je n'étais pas un agent. J'étais une mule. Une mule aux bottes sales qui devait faire attention de ne pas rayer le précieux sol de l'enfant prodige. Je me suis redressée, m'essuyant les mains sur mon jean. C'est tout, ai-je demandé. Pour l'instant. Kay a souri, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. Merci, Alicia. Tu me sauves la vie. Honnêtement, payer pour la livraison, c'est une telle arnaque quand on a un camion, non? C'est ça, dis-je. Une arnaque. Je suis sortie, retournant à ma bête blindée, me sentant plus petite que je ne l'avais jamais été sur le tarmac. La marche depuis l'endroit où j'avais garé mon camion a duré exactement 12 minutes. Kay avait eu raison sur une chose, le quartier était impeccable. C'était chez Vitch's, dans le Maryland, un endroit où la richesse chuchote plutôt qu'elle ne crie. Les rues étaient bordées de chênes centenaires qui formaient une canopée au-dessus de la route, cachant les étoiles. Les maisons étaient en retrait de la rue, cachées derrière des portails en fer forgé et des haies de buis manucurées. Je marchais le long du trottoir, les talons de mes vieilles chaussures claquant de manière inégale sur le pavé. La robe en polyester bleu marine que Kay avait insisté pour que je porte était lourde et étouffante contre ma peau. Elle ne respirait pas. Elle me collait au mauvais endroit, me faisant sentir moins comme une femme et plus comme un paquet mal emballé. En tournant le coin pour entrer dans le domaine des Whitley, le silence du quartier a été remplacé par le faible bourdonnement d'un événement social en plein essor. L'allée était un parking d'ingénierie européenne. J'ai compté 3 Range Rover noirs, 2 berlines Mercedes classe S et une Tesla Model X avec les portes faucons ouvertes. Une équipe de voituriers en gilet rouge se déplaçait avec l'efficacité d'une équipe de stand, emportant les voitures pour que les invités n'aient pas à marcher plus de 3 mètres. Moi, bien sûr, j'avais marché 6 pâtés de maison.
Je me suis approché de l'entrée principale. La maison était une immense demeure coloniale en briques, illuminée par un éclairage paysager de bon goût qui faisait briller les briques rouges comme des braises. Un homme en costume noir se tenait au bas des marches de l'entrée. Il tenait un presse-papier et portait une oreillette. Il avait l'air d'un agent de sécurité privée, probablement un ancien policier, à en juger par la façon dont il se tenait, les mains jointes devant sa boucle de ceinture. Alors que je mettais le pied sur l'allée en ardoise, il a fait un pas vers la gauche, juste assez pour me bloquer le passage. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il. » Sa voix était polie, mais ses yeux étaient durs. Il m'a scruté. Les cheveux crépus à cause de l'humidité, la robe bon marché, les chaussures éraflées. Il ne voyait pas une invitée. Il voyait un problème. L'entrée de service est sur le côté, dit-il en pointant du pouce vers un chemin sombre bordé de poubelles. Le personnel de la restauration doit se présenter au régisseur à la porte de la cuisine. Je me suis arrêté. Ma main a instinctivement tressailli vers ma hanche, là où mon insigne reposait habituellement. Mais ce soir, il n'y avait pas d'insigne, juste du polyester. Je ne suis pas avec le personnel de la restauration, dis-je, gardant ma voix égale. Le garde a haussé un sourcil. Il a regardé son presse-papier, puis de nouveau moi. Il ne me croyait manifestement pas, c'est un événement privé, mademoiselle. La liste des invités est strictement appliquée. Je sais, dis-je. Je suis Alicia Cooper, la sœur de la fiancée. Il a marqué une pause. Il a regardé la liste. Il a parcouru les noms du doigt, prenant son temps comme s'il s'attendait à me trouver sur une liste de musiciens plutôt que dans la section familiale. Cooper, murmura-t-il. Il l'a trouvé. Il avait l'air déçu. D'accord, entrez. Il s'est écarté, mais il ne s'est pas excusé. Il m'a juste regardé monter les marches, son regard s'attardant sur le dos de ma robe. Je pouvais sentir son jugement me brûler un trou entre les omoplates. À l'intérieur, l'air a changé. Il était plus frais, climatisé à un parfait 20 degrés, et sentait l'argent. C'est un parfum spécifique, un mélange de cire d'abeille coûteuse, d'hortensia frais et de diffuseur Gio Malone. Un groupe de jazz jouait dans le coin du grand hall d'entrée. Le saxophoniste était suave, remplissant l'espace de notes basses et sensuelles. Des serveurs en veste de smoking blanche serpentaient à travers la foule, portant des plateaux d'argent d'huîtres crues et des flûtes de cristal de champagne. Je suis resté un instant dans l'entrée, laissant mes yeux s'habituer. C'était une habitude tactique. Scanner la pièce, identifier les sorties, identifier les menaces. Le niveau de menace ici était de 0 physiquement, mais psychologiquement, il était catastrophique. Tout le monde avait l'air d'avoir été retouché. Les femmes portaient de la soie et du cachemire, leurs bijoux discrets mais clairement assurés pour des millions. Les hommes portaient des costumes sur mesure qui leur allaient comme une seconde peau. Et puis il y avait moi, une tache bleue dans une pièce d'or et de crème. Alicia. La voix a percé le jazz. C'était Kay. Elle se tenait près de la cheminée, un verre de vin blanc à la main. Elle était magnifique, je devais l'admettre. Sa robe était un fourreau argenté scintillant qui captait la lumière à chaque mouvement. Elle m'a fait signe de venir, son sourire crispé et frénétique. J'ai pris une inspiration et je suis entré dans la mêlée. Dans la fosse aux lions. Tu as réussi à venir, siffla Kay en s'approchant, se penchant pour me faire la bise sans tacher son rouge à lèvres. Et tu as mis la robe. Bien. Tu te fonds dans le décor. Je ne me fondais pas dans le décor. Je détonnais, et elle le savait. Viens, dit-elle en me saisissant le coude avec une force surprenante. Gérald et Patricia s'inquiètent pour toi. Ne sois pas bizarre. Elle m'a dirigé vers un couple debout près des baies vitrées. Gérald Whitley ressemblait exactement à ses photos dans les journaux d'affaires. Grand, les épaules larges, avec des cheveux d'argent et un visage en permanence rougeaud à cause du bon scotch et de l'hypertension. À côté de lui se trouvait Patricia. Patricia Whitley était terrifiante. C'était une femme menue, mais elle aspirait tout l'oxygène de la pièce. Elle portait un tailleur Chanel de couleur crème et un simple rang de perles assez grosses pour être des risques d'étouffement. Ses cheveux étaient un casque de perfection blonde.
Maman, papa, dit Kay, sa voix baissant d'une octave pour paraître plus sage. Voici ma sœur, celle dont je vous ai parlé, Alicia. Patricia s'est retournée. Puis vint le scan. J'ai été scannée par des lecteurs rétiniens au siège de la CIA. J'ai été fouillée par la sécurité aéroportuaire dans des zones de guerre. Mais rien ne m'a semblé aussi invasif que les yeux de Patricia Whitley. Elle a commencé par mes cheveux. Son regard est descendu jusqu'au col de ma robe, notant les coutures effilochées. Elle a regardé mes mains, pas de manucure, ongles courts, une petite callosité sur mon pouce due à la sécurité de l'arme. Elle a regardé mes hanches, puis mes jambes, et s'est arrêtée à mes pieds. Je portais une paire d'escarpins noirs que j'avais achetés chez DSW il y a 5 ans. Le cuir sur l'orteil gauche était éraflé à force de conduire. Le talon droit était légèrement usé. Patricia a fixé cette éraflure pendant 3 secondes. En ces 3 secondes, elle a calculé toute ma valeur nette, mon niveau d'éducation et mon statut social. Et le résultat était déficient. Elle a relevé les yeux vers mon visage. Son expression n'avait pas changé, mais la chaleur dans ses yeux était tombée à 0 absolu. Alicia, dit Patricia. Sa voix était comme de la glace sèche. Nous avons tant entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer, Madame Whitley, dis-je en tendant la main. Elle a regardé ma main une fraction de seconde avant de la prendre. Sa poignée de main était molle, comme si elle avait peur d'attraper quelque chose. Kay nous dit que vous êtes une grande voyageuse, a tonné Gérald, essayant de combler le silence. Conduire à travers tout le pays. Ça doit être intéressant de voir la vraie Amérique depuis la route. Il parlait fort, comme si j'étais sourde ou lente à comprendre. Ça a ses moments, dis-je d'un ton neutre. Alicia est très libre d'esprit, intervint rapidement Kay, posant sa tête sur l'épaule de Gérald dans une démonstration d'affection filiale. Elle n'aime pas la routine du bureau comme nous. Elle préfère la route. Pas de patron, pas de délai, pas de structure. Juste elle et les boîtes. Pas de structure ? J'ai failli rire. Ma vie était définie par la structure la plus stricte de la planète, chaîne de commandement, règles d'engagement, loi fédérale. Vraiment ? Demanda Patricia en inclinant la tête. Un petit sourire condescendant jouait sur ses lèvres. Je suppose que ça doit être libérateur. Tout le monde n'est pas fait pour l'ambition. Je suppose que certaines personnes sont simplement plus heureuses en vivant simplement. Exactement, dit Kay en serrant le bras de Gérald. Alicia ne jure que par la vie simple. Je suis restée là, entourée de millionnaires, tenant un verre d'eau que je ne voulais pas, les écoutant réécrire ma vie en une tragédie de potentiel gâché. Eh bien, dit Gérald en frappant dans ses mains. Le monde a besoin de gens pour déplacer les choses, n'est-ce pas ? Services essentiels et tout ça. En effet, murmura Patricia, reportant son attention sur un serveur qui passait avec un plateau de blinis au caviar. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ils se sont détournés de moi, la conversation étant effectivement terminée. J'avais été évaluée, classée comme personnel de service, et renvoyée. Je suis restée seule au milieu de la pièce, serrant mon sac à main contre le polyester bon marché de ma robe. Mon arme, habituellement un poids réconfortant contre mes côtes, était à des kilomètres dans le coffre-fort de mon camion. Je me sentais nue sans elle. Mais la nuit n'était pas terminée. La foule grandissait et les amis de Kay, les requins en costume, commençaient à tourner en rond. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, sentant la faiblesse, sentant l'odeur du sang dans l'eau. Le cercle s'est formé autour de moi avant que je puisse m'échapper. C'était une formation prédatrice, que j'avais vue utilisée par les loups dans des documentaires animaliers. Mais ici, les prédateurs portaient des costumes Brooks Brothers et tenaient des verres de single malt. C'étaient les amis de Kay, les jeunes loups de DC, avocats d'affaires, lobbyistes et jeunes associés qui mesuraient leur valeur en heures facturables et en chevaux vapeur de leur dernière BMW. Alors, vous êtes la sœur, dit un homme qui s'était présenté comme Brad. Il était appuyé contre un pilier de marbre, faisant tourner les glaçons dans son verre. Il avait le genre de visage qui n'avait jamais connu un jour de difficulté. Lisse, bronzé et suffisant. Kay dit que vous êtes dans la distribution. Quelque chose comme ça, dis-je en serrant mon verre d'eau pétillante.
Je travaille dans la logistique sécurisée. Logistique, répéta Brad en ricanant et en jetant un coup d'œil à ses amis. C'est un mot chic pour ça. Mon cousin dit aux filles qu'il est ingénieur en transfert de pétrole quand il fait le plein dans le New Jersey. Le groupe a éclaté de rire. C'était un son sec et théâtral. Non, mais sérieusement, intervint un autre type en desserrant sa cravate. C'est l'économie des petits boulots, non? Tout le monde le fait. La liberté. Être son propre patron. Je respecte l'effort. Il ne respectait pas l'effort. Son ton dégoulinait de sarcasme. Je suis curieux, cependant, continua Brad, se rapprochant, envahissant mon espace personnel. Quand vous conduisez ces camions, est-ce que vous gardez les trucs que les gens ne récupèrent pas? Genre, si quelqu'un commande un panier repas et n'est pas à la maison, vous le prenez? Ça doit faire économiser une fortune en course. Ouais, ricana une femme en robe rouge. Vous mangez les restes? C'est un avantage du poste? Ma main se resserra sur mon verre, le cristal s'imprimant dans ma paume. J'ai pensé à la cargaison que j'avais transportée ce matin, un témoin qui avait vu une exécution de cartel. Si je l'avais gardée, ce serait un kidnapping. La cargaison que je transporte est strictement surveillée, dis-je, la voix basse. Et ce n'est pas de la nourriture. Bien sûr, à clin d'œil Brad. Si vous le dites. Et, est-ce qu'Uber Eats a déjà une mutuelle dentaire, ou c'est toujours un rêve? Encore des rires. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, non pas de honte, mais d'une rage sombre et bouillonnante. Je pouvais démanteler Brad en 3 secondes. Un coup au plexus solaire, un balayage de la jambe. Il serait au sol, à bout de souffle, avant que son scotch cher ne touche le tapis. Mais je ne pouvais pas. J'étais dans la robe en polyester bleu. J'étais Alicia, l'échec. En fait, a tonné une voix derrière moi. C'était mon père. Pendant une fraction de seconde, une partie stupide et enfantine de moi a pensé qu'il venait me sauver, dire à ces morveux prétentieux de reculer, de dire « Ma fille sert son pays ». Je me suis retournée pour le regarder. Il tenait un verre de vin rouge, le visage rougi par l'excitation d'être près des élites. « Elle est juste têtue », dit mon père en secouant la tête avec un soupir théâtral. Il a regardé Brad, désespéré d'obtenir son approbation, désespéré de faire partie de la blague. On a essayé, n'est-ce pas, chérie? Il a fait un geste vers ma mère qui planait à proximité. On lui a dit de retourner à l'école, à l'université du coin, d'obtenir un diplôme d'infirmière, quelque chose de stable. Mais non, Alicia aime conduire. Elle aime regarder le paysage. Mon estomac s'est noué. Il ne me sauvait pas. Il me sacrifiait. Il utilisait mon humiliation comme monnaie d'échange pour s'intégrer à leur conversation. L'université du coin est une excellente option, dit la femme en rouge, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. C'est très accessible. Elle n'a pas voulu écouter, continua mon père, évitant mon regard. Elle a toujours dû faire les choses à la dure. C'est tout Alicia. Un diamant brut. Très brut. Papa, dis-je, le mot sortant comme un avertissement. Quoi? Il m'a regardé, feignant l'innocence. Je ne fais que leur dire la vérité. Tu aurais pu être assistante juridique comme qu'elle avait suggéré. Climatisation, un bureau. Mais tu préfères la route. Il le faisait sonner comme si j'étais une vagabonde sautant dans des trains de marchandises. Mon travail exige un niveau de concentration et de jugement que la plupart des gens ne comprendraient pas, dis-je en regardant directement Brad. Ma voix était stable, coupant à travers les rires comme un couteau. Une erreur dans mon domaine n'entraîne pas une erreur administrative. Elle entraîne une catastrophe. Le cercle s'est tué un instant. Mon ton avait changé. La livreuse venait de parler avec l'autorité d'un commandant sur le terrain. Brad a cligné des yeux, l'air incertain pendant un moment. Mais la tension a été brisée par une main lourde se posant sur mon épaule. C'était Gerald Whitley, le patriarche. Il a serré mon épaule, non pas affectueusement, mais avec le poids de la possession. Il m'a souri, ses yeux se plissant de ce qui ressemblait à de la gentillesse, mais qui se sentait comme de la pitié. Allons, a tonné Gérald,
sa voix riche et baryton, faisant taire le groupe. Ne harcelons pas Alicia. Il a regardé le cercle, jouant le rôle du roi bienveillant, défendant sa paysanne. La société a besoin de gens comme Alicia, dit Gérald en me donnant une autre tape condescendante sur l'épaule. Pensez-y. Sans les gens prêts à faire le gros du travail, la conduite, le service, comment fonctionnerions-nous? Nous n'aurions pas nos colis, nous n'aurions pas nos dîners livrés chauds. Il m'a regardé, ses yeux se fixant sur les miens. C'est un service noble, ma chère, dit-il, parlant lentement, articulant chaque mot comme si j'étais une enfant ou mentalement lente. Connaître sa place dans l'écosystème est une vertu. Tout le monde n'est pas destiné à diriger. Tout le monde n'est pas destiné à créer des politiques ou à construire des empires. Certaines personnes sont les mains et les pieds. Et nous vous en remercions. Vraiment, c'est une contribution digne. La pièce semblait basculer. Connaître sa place. Il ne me défendait pas. Il me définissait. Il me mettait dans une boîte, une petite boîte étiquetée au bas de sa pyramide. Pour lui, j'étais l'équivalent biologique d'un chariot élévateur. Utile, nécessaire, mais pas consciente, pas égale. Merci, Gérald, dis-je. Ma voix me semblait creuse. Je suis heureuse de pouvoir servir. C'est l'esprit, a ri Gérald en relâchant mon épaule. Maintenant, qui veut se resservir? J'ai ouvert un Bordeaux de 1998 qui respire magnifiquement. Le cercle s'est rompu. Ils m'ont tourné le dos, attiré par la promesse d'un vin cher, me laissant seul au centre du tapis. J'ai regardé leur dos, les costumes sur mesure, les robes en soie, la posture confiante de personnes qui n'ont jamais eu à vérifier sous leur voiture la présence d'un engin explosif improvisé. Mon téléphone, glissé dans le petit sac à main que je tenais, a commencé à vibrer contre ma paume. C'était une vibration longue et soutenue. Pas un SMS, un appel. J'ai baissé les yeux vers l'écran. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas Kay. L'écran clignotait en rouge. Appel sécurisé entrant. Commandement central. J'ai pris une profonde inspiration. L'air de la pièce semblait soudainement rarévicié. L'humiliation qui me brûlait la peau quelques secondes auparavant s'est évaporée, remplacée par la clarté glaciale du devoir. La livreuse était sur le point de débaucher. L'agent prenait son service. Le téléphone dans ma main semblait radioactif. L'écran pulsait en rouge. Une sirène silencieuse au milieu de la foule polie et murmurante. Appel sécurisé entrant. Commandement central. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le protocole exigeait que je me déplace vers un périmètre sécurisé. J'ai tourné les talons, ignorant le regard confus du serveur tenant un plateau de flûte de champagne vide, et je me suis dirigé rapidement vers le couloir. Les lourdes portes en chêne ont étouffé le son du groupe de jazz, mais le silence ici était assourdissant. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran. Cooper, dis-je. Ma voix avait baissé d'une octave. La sœur soumise avait disparu. Code rouge, Cooper, je répète, code rouge. C'était Jerry. Sa voix était tendue, saccadée, luttant contre un fond de communication radio chaotique. Nous avons une situation. Le convoi du secrétaire a été bloqué sur Rockville Pike, à 3 km au sud de votre position. La police locale est débordée. Nous avons une menace crédible d'embuscade. Le véhicule de tête est neutralisé. Mon sang s'est glacé. Rockville Pike. À 7 heures, c'était un parking de navetteurs. Un scénario de cible facile. Le secrétaire Thomas, l'homme qui détenait les codes nucléaires pour les relations diplomatiques, était piégé dans une boîte de métal entourée d'hostiles potentiels. Statut de l'atout, ai-je demandé, mes yeux balayant le couloir à la recherche de caméras. Atout en sécurité pour l'instant, mais l'exposition est élevée. Nous avons besoin d'une route d'extraction et d'un soutien de feu immédiat. Vous êtes l'unité la plus proche. Quel est votre achat? J'ai regardé ma montre, puis ma robe en polyester bleu, puis mes chaussures éraflées. J'ai la bête, dis-je en parlant de mon camion blindé. Je peux être là en 4 minutes si je saute le terre-plein central. Faites-le, a aboyé Jerry. Sortez-le de là, Alicia.
Amenez-le à la planque. Vous êtes autorisé à utiliser la force létale. Allez-y, la ligne a été coupée. 4 minutes. J'ai remis le téléphone dans mon sac. Mon cœur martelait contre mes côtes. Un bruit sourd et rythmé. Boum, 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 boum. Ce n'était pas de la peur, c'était du carburant. Je devais partir maintenant. Je me suis retourné vers la salle de fête principale. Le chemin le plus rapide vers la porte d'entrée passait par la foule. Je n'avais pas le temps de contourner par l'entrée de service. J'ai poussé les portes doubles. La salle s'était calmée. Gerald Whitley se tenait près de la cheminée, tapant une cuillère contre son verre de cristal. Cling, cling, cling. Il se préparait à porter un toast. Les invités étaient figés sur place, tournant leur attention vers le patriarche. J'ai bougé. Je n'ai pas marché. J'ai traversé la pièce d'une foulée trop longue, trop déterminée pour une invitée. Je ne serpentais pas entre les gens, je calculais des trajectoires. Excusez-moi, ai-je marmonné en frôlant l'ami de quai, Brad, manquant de lui faire renverser son scotch. Il m'a fusillé du regard, mais j'étais déjà parti. J'ai atteint le bord du hall, à 3 mètres de la lourde porte d'entrée, à 3 mètres de la liberté, à 3 mètres de la mission. Et puis elle s'est mise devant moi. Ma mère. Elle s'est matérialisée de la foule comme un barrage. Dans sa main droite, elle tenait un grand couteau à gâteau en argent. Il était orné, avec une poignée en nacre qui scintillait sous le lustre en cristal. Derrière elle, un serveur poussait un gâteau à 5 étages couvert de fondant blanc et de fleurs en sucre. Alicia, a-t-elle chuchoté, sa voix sifflant entre ses dents serrées. Elle bloquait physiquement mon passage. Où crois-tu aller? Gerald est sur le point de parler. Je dois partir, maman, dis-je. Je n'ai pas arrêté de bouger jusqu'à ce que je sois à quelques centimètres de son visage. Tout de suite. Urgence. Elle ne s'est pas écartée. Au lieu de cela, elle a légèrement levé le couteau, non pas comme une arme, mais comme un pointeur, faisant un geste indigné vers la pièce. Urgence, a-t-elle ricané. Ses yeux ont balayé la pièce pour voir si quelqu'un nous regardait. Quel genre d'urgence, Alicia? Quelqu'un a commandé une salade et a oublié la vinaigrette? Une boîte est tombée du camion? Maman, bouge, dis-je. Mon ton était glacial. C'était la voix que j'utilisais pour ordonner aux civils de se mettre à terre lors d'un raid. Mais elle n'était pas une civile. Elle était ma mère, et elle était immunisée contre mon autorité. Tu ne vas pas gâcher ça, dit-elle, sa voix montant. Kay a travaillé des mois sur cette soirée. Nous allons couper le gâteau. C'est la tradition. Tu ne peux pas partir avant que le gâteau soit coupé. C'est un suicide social. Je me fiche du gâteau, dis-je, ma patience se brisant comme une brindille sèche. Je dois y aller. Elle m'a regardé, son visage se tordant en un masque d'incrédulité. Elle a regardé ma robe bon marché, mon expression désespérée, puis elle a ri. Un son court et cruel. Tu ne peux pas attendre 10 minutes, a-t-elle demandé à voix haute. Les têtes ont commencé à se tourner. Gerald a cessé de taper sur son verre. La pièce est tombée dans un silence gêné. Le client est si important que ça? Il meurt de faim? Le monde va-t-il s'arrêter si quelqu'un ne reçoit pas son panier repas à temps? Je l'ai regardé. J'ai regardé le couteau en argent dans sa main. C'était un outil de célébration, de douceur, et elle l'utilisait pour m'ouvrir. J'ai pensé à tout lui dire. J'ai pensé à crier, je vais sauver le secrétaire d'État d'une tentative d'assassinat. Mais j'ai regardé leur visage. Le froncement de sourcils agacé de Gerald. Le regard mortifié de Kay. Les sourires amusés des invités. Ils ne me croiraient pas. Ils ne voulaient pas me croire. Ils voulaient la livreuse. Ils voulaient l'échec. Alors, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Mon visage est devenu vide. Le masque du fantôme s'est mis en place. Oui, maman, dis-je, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Le client a très faim. Et il se met très en colère quand je suis en retard.
La mâchoire de ma mère est légèrement tombée. Elle avait l'air validée, mais dégoûtée. Va, alors, a-t-elle ricané, s'écartant et agitant le couteau vers la porte comme pour chasser un chien errant. Va faire ton travail. Ne t'attends pas à ce qu'on te garde une part. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis passé devant elle. Je suis passé devant le gâteau. Je suis passé devant Gérald, qui secouait la tête avec une déception théâtrale. En poussant la lourde porte d'entrée et en sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai entendu la voix de ma mère une dernière fois. Elle ne chuchotait plus. Elle s'excusait auprès des invités à proximité, s'assurant que son statut social restait intact. Je suis vraiment désolée, tout le monde, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un faux chagrin. Alicia, eh bien. Elle a toujours eu un problème de priorité. C'est un manque d'éducation, vraiment. Très mal élevé. Mal élevé. La porte s'est refermée derrière moi, coupant la connexion. Le silence de l'allée m'a frappé. L'air frais a rempli mes poumons. Je n'ai pas couru vers le camion. J'ai sprinté. Mes talons se sont enfoncés dans le gravier, mais je m'en fichais. J'ai atteint le Ford F-150, ma bête, et j'ai ouvert la portière. Je me suis jeté sur le siège du conducteur. Si vous avez déjà dû vous éloigner de gens qui prétendent vous aimer juste pour vous sauver ou pour faire ce que vous saviez être juste, je veux que vous preniez une pause et que vous appuyiez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Faites-le pour les limites que nous devons fixer. Et dites-moi dans les commentaires, je choisis ma mission. Montrons au monde que s'éloigner demande plus de force que de rester. J'ai claqué la portière, m'enfermant dans le cocon blindé. L'odeur de cuir et d'huile d'arme a remplacé le parfum cher. J'ai mis le contact. Le moteur V8 a rugi, un grondement profond et guttural qui a secoué le châssis. C'était le son du pouvoir. J'ai attrapé mon gilet tactique sous le siège. Je l'ai enfilé par-dessus ma tête, serrant les sangles velcro sur la robe en polyester bleu. Je ne me suis pas soucié des chaussures. Je les ai enlevées d'un coup de pied, appuyant mon pied nu sur l'accélérateur. J'ai pris le micro de la radio. Centrale, ici l'agent Cooper, dis-je, ma voix aussi stable qu'un roc. Je suis mobile. HAE 3 minutes. Dites au secrétaire de garder la tête baissée. La cavalerie arrive. J'ai passé la vitesse et j'ai démarré en trombe du domaine des Whitley, laissant des marques de pneus sur leur asphalte parfait. La fête était finie. La guerre avait commencé. Rockville Pike est un cauchemar par beau temps. Ce soir, c'était un parking. Des feux de freinage rouge s'étendaient à perte de vue. Une rivière d'acier à l'arrêt serpentant au cœur de Bethesda. Mais je n'étais plus une navetteuse. J'étais une arme. J'ai actionné l'interrupteur sur le tableau de bord de mon Ford F-150. Des feux stroboscopiques cachés derrière la calandre et le pare-brise ont éclaté dans un déploiement aveuglant de rouge et de bleu. J'ai activé la sirène. Un hurlement bas et guttural qui vibrait dans ma poitrine. Les gens ne se sont pas contentés de bouger, ils se sont dispersés. La vue d'un camion surélevé noir mat avec des plaques gouvernementales fendant la circulation comme la mer Rouge a tendance à déclencher un instinct primaire chez les conducteurs de banlieue. À l'intérieur de la cabine, la transformation s'opérait. J'ai engagé le régulateur de vitesse pendant 3 secondes, une manœuvre dangereuse à 65 km/h juste assez longtemps pour arracher les sangles velcro de mon gilet tactique. J'ai enfilé le lourd Kevlar par-dessus ma tête. Il s'est posé sur mes épaules avec un poids réconfortant. Il couvrait la robe en polyester bleu bon marché, cachant l'échec sous des couches de protection balistique. J'ai enlevé mon escarpin droit, puis le gauche. J'ai conduit pieds nus sur 400 mètres, serpentant sur la bande d'arrêt d'urgence avant de fourrer mes pieds dans les bottes tactiques que je gardais coincées sous le chauffage. Je n'ai pas eu le temps de les lasser complètement, alors j'ai rentré les lacets. Oreillette en place, radio allumée. Centrale, je suis à 1 minute, ai-je aboyé dans la radio. Faites-moi un rapport de situation. 2 hostiles dans une berline ont coupé la route au convoi, la voix de Jerry est arrivée, claire et tendue. Échange de tirs. La limousine est neutralisée, moteur touché. Les suspects ont fui, mais nous anticipons une attaque secondaire. La police locale est sur les lieux, mais le périmètre est poreux.
J'ai vu la fumée s'élever devant. L'intersection près du centre médical naval était un chaos. Une limousine noire était en travers de deux voies, de la vapeur s'échappant de son capot. 2 SUV du secret service étaient bloqués autour d'elle, formant un coin défensif. Les voitures de police du comté de Montgomery étaient partout, leurs gyrophares clignotant, mais il n'y avait aucun ordre. Les officiers criaient, repoussant les civils qui filmaient avec leur téléphone. C'était un cirque. Je n'ai pas ralenti jusqu'à la dernière seconde. J'ai fait monter mon camion sur le terre-plein central en béton, déchiquetant l'herbe paysagée, et j'ai freiné brusquement juste à côté de la première voiture de police. J'ai ouvert la portière d'un coup de pied. Un jeune officier de police, l'adrénaline au maximum, la main sur son étui, s'est avancé vers moi. « Madame, retournez dans votre véhicule. » « C'est une scène de crime, » a-t-il crié, voyant une femme en chemise de flanelle et bottes non lacées sauter d'un camion. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai atteint ma ceinture, non pas pour une arme, mais pour le portefeuille en cuir accroché à ma taille. Je l'ai ouvert. L'insigne doré du service de la sécurité diplomatique a capté les lumières stroboscopiques. « Agent fédéral », ai-je crié, ma voix perçant le bruit des sirènes. « Reculez, officier. » Le policier s'est figé. Il a vu l'insigne. Il a vu le gilet. Il a vu le regard dans mes yeux. Un regard qui disait que j'avais autorité sur toute son existence en ce moment. J'ai besoin d'un périmètre établi à 100 mètres, ai-je ordonné en pointant l'intersection. Repoussez ces civils. Si quelqu'un franchit cette ligne, vous le mettez en détention. Compris? Oui. Oui, madame. Il s'est précipité pour obéir, agitant les bras vers son partenaire. Je suis passé devant lui, entrant dans la zone de tir. Les agents du secret service m'ont reconnu immédiatement. Johnson, le chef du détachement du secrétaire, a légèrement baissé son pistolet mitrailleur MP5 en me voyant. « Cooper » a-t-il crié. « Content de vous voir. On est des cibles faciles ici. »« J'ai la bête » dis-je en pointant mon camion du pouce. « Elle est blindée. On l'extrait maintenant. Emmenez-le à la planque. » Je me suis dirigé vers la porte arrière de la limousine endommagée. La vitre était fissurée en toile d'araignée, du verre pare-balles qui avait fait son travail, mais de justesse. J'ai tapé 3 fois sur la vitre. Le signal. La porte s'est déverrouillée et s'est ouverte. Le secrétaire d'État Thomas était assis à l'intérieur. C'était un homme de 60 ans avec le poids de la diplomatie américaine sur ses épaules. Il avait l'air secoué, sa cravate desserrée, tenant une mallette sécurisée contre sa poitrine. Quand il a levé les yeux et m'a vu, ses épaules se sont visiblement affaissées. La tension a quitté son visage. « Agent Cooper » a-t-il expiré, un rire haletant lui échappant. « Dieu merci. » Quand j'ai entendu que le soutien local arrivait, j'étais inquiet. Je ne savais pas que c'était vous. J'étais dans le quartier, monsieur le secrétaire, dis-je calmement en lui tendant la main pour l'aider à sortir. Sortons-vous de cette boîte de conserve. Je vous fais confiance, dit-il simplement. Il a pris ma main. Pensez-y. L'homme qui négocie des traités avec des nations hostiles, l'homme qui conseille le président, me confiait sa vie. Il se fichait de ma robe. Il se fichait de mon compte en banque. Il se souciait que je sois la meilleure. Nous avons bougé rapidement. J'ai protégé son corps avec le mien, le guidant vers mon camion. Les marines et le secret service ont formé une phalange autour de nous. J'ai ouvert la portière passager de mon camion. Entrez. Gardez la tête baissée. Le plancher est renforcé. Alors que je claquais la portière, m'assurant que le troisième homme le plus puissant du pouvoir exécutif était en sécurité, mon téléphone, que j'avais jeté sur le tableau de bord, s'est allumé. Il était juste là, au niveau de mes yeux. L'écran était lumineux contre l'intérieur sombre. Un SMS de Kay. Je n'aurais pas dû regarder. Mais dans la fraction de seconde avant de monter sur le siège du conducteur, mes yeux ont capté l'aperçu. Kay, tu es une honte pour cette famille. Maman pleure dans la salle de bain à cause de toi. Ne prends même pas la peine de revenir. On ne veut pas de toi ici. J'ai fixé les mots. Honte.
Derrière moi, les sirènes hurlaient. À côté de moi, le secrétaire d'État attendait que je le conduise en lieu sûr. Autour de moi, des agents fédéraux suivaient mes ordres. Et sur cet écran, j'étais une honte parce que je n'étais pas resté pour manger du gâteau. L'ironie était si vive qu'elle ressemblait à un coup physique. C'était absurde. C'était tragique. C'était hilarant. Agent Cooper, a demandé le secrétaire depuis le siège passager, sa voix basse. Tout va bien? Nous devons bouger. J'ai regardé le téléphone une dernière fois. Je n'ai pas effacé le message. Je voulais le garder. Je voulais me souvenir exactement de ce qu'il pensait de moi pendant que j'étais occupé à sauver le monde. J'ai tendu la main et j'ai retourné le téléphone, face contre le tableau de bord. Tout est dégagé, monsieur le secrétaire, dis-je, ma voix dénuée d'émotion. On y va. J'ai écrasé l'accélérateur. Le camion a bondi en avant, se frayant un chemin à travers les débris, laissant le chaos derrière. Mais nous avions besoin d'un endroit où aller. La planque à M. Céline était compromise par le trafic. L'ambassade était trop loin. J'avais besoin d'un endroit sûr à proximité, avec de hauts murs et un accès fermé. Un endroit hors réseau pendant 20 minutes jusqu'à ce que l'équipe de renfort puisse arriver avec l'hélicoptère. J'ai parcouru la carte mentale de Chevy Chase. Il n'y avait qu'un seul endroit qui correspondait aux critères. J'ai serré le volant. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour très tordu ce soir. Centrale, ai-je communiqué par radio. Je me déroute vers un emplacement sécurisé temporaire. Marquez mes coordonnées. J'ai tourné brusquement le volant à gauche. Nous retournions à la fête. Monsieur le secrétaire, dis-je, gardant les yeux sur le rétroviseur où la fumée de sa limousine neutralisée s'élevait encore dans le ciel nocturne. Nous ne pouvons pas attendre ici sur le bas-côté. L'équipe d'extraction est à 10 minutes et cette position est compromise. Nous avons besoin d'un abri solide maintenant. Le secrétaire Thomas a regardé par la fenêtre le trafic bloqué de Rockville Pike. Il était calme, mais j'ai vu sa main se resserrer sur la poignée de sa mallette sécurisée. Où suggérez-vous, agent Cooper? L'ambassade est trop loin. La propriété des beaux-parents de ma sœur, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Le domaine des Whitley. C'est à 3 minutes d'ici. De hauts murs de briques, un accès fermé, des lignes de vue minimales depuis la rue. C'est la seule planque viable dans ce secteur. Il m'a regardé, puis mon gilet tactique, puis la détermination sur ma mâchoire. Faites-le, dit-il. J'ai tourné brusquement le volant à gauche. Les pneus du Ford F-150 ont crissé alors que je sautais le trottoir, contournant une intersection bloquée. 3 minutes plus tard, je dévalais de nouveau les rues bordées d'arbres de Chevy Chase. Je n'ai pas ralenti pour le portail cette fois. Il était ouvert. Les invités partaient tôt, probablement à cause du dérangement que j'avais causé plus tôt. J'ai conduit le camion massif en plein milieu de l'allée, ignorant les gestes frénétiques des voituriers. J'ai freiné brusquement juste devant l'entrée principale, me garant en diagonale sur les marches. Mon camion bloquait une Bentley et une Porsche, les coinçant. Restez ici, ai-je instruit le secrétaire. Gardez la tête baissée. Donnez-moi 30 secondes pour vider la pièce et sécuriser le périmètre. Reçu, a-t-il hoché la tête. J'ai déverrouillé la portière et je suis sorti. L'air était toujours frais, sentant l'eau de Cologne chère et les gaz d'échappement. J'ai posé la main sur la crosse de mon SIG Sauer P229, maintenant ouvertement dans son étui à ma hanche, et j'ai monté les escaliers. Je n'ai pas frappé. J'ai plaqué ma botte contre la lourde porte en chêne et je l'ai enfoncée. Elle s'est ouverte vers l'intérieur avec un bruit sourd, s'écrasant contre le mur intérieur. Le son a instantanément réduit la pièce au silence. La fête s'était clairsemée, mais le noyau dur était toujours là. Gérald, Patricia, Kay, mes parents et une vingtaine d'amis proches étaient rassemblés dans le hall, sirotant leur boisson et disséquant le drame de ma sortie antérieure. Quand je suis entré dans la lumière, j'avais l'air d'une invasion extraterrestre. J'étais pieds nus dans des bottes tactiques, portant un gilet en Kevlar par-dessus une robe en polyester bleu, avec une spirale radio montant le long de mon cou et une arme à feu fédérale à ma hanche. Mais ils n'ont pas vu un agent.
Ils n'ont pas vu l'arme. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre récit qu'ils n'ont vu que la livreuse qui avait gâché leur soirée. Kay a été la première à réagir. Elle s'est détachée d'un groupe de demoiselles d'honneur, son visage déformé par un masque de rage pure et sans phare. Théoï, a-t-elle crié en pointant un doigt manucuré vers moi. Tu as l'audace de revenir ici après la scène que tu as provoquée. Elle a marché vers moi, ne s'arrêtant que parce que j'ai levé la main dans un geste d'arrêt. Kay, recule, dis-je, ma voix projetant une autorité de commandement. J'ai besoin que tout le monde évacue cette pièce immédiatement. C'est une question de sécurité nationale. Kay a ri, un son aigu et hystérique. Oh mon Dieu, tu délires. Quoi? Tu as oublié ta glacière? Tu as oublié un reçu pour les sodas? Je ne plaisante pas, dis-je en balayant du regard le palier supérieur à la recherche de menaces. Videz la pièce. Sortez. Dehors, a rugi Gerald Whitley. Le patriarche s'est avancé, son visage virant à une dangereuse nuance de violet. Il a regardé mes bottes boueuses sur son tapis perçant. Il a regardé le camion bloquant son allée. Il tremblait de fureur. C'est une propriété privée, mademoiselle Cooper, a beuglé Gerald. Vous êtes en violation de propriété. Je me fiche du costume que vous portez ou du jeu auquel vous jouez. Vous avez insulté ma femme, vous avez contrarié la fiancée, et maintenant vous débarquez ici comme une folle. Monsieur Whitley, ai-je essayé d'intervenir, je réquisitionne cet endroit comme un. J'appelle la police, a interrompu Gerald en attrapant son téléphone. Je vous fais arrêter. Vous avez clairement besoin d'aide psychologique. Gerald, s'il te plaît, la voix de ma mère a gémi à l'arrière. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant, traînant mon père avec elle. Mes parents m'ont regardé avec un mélange d'horreur et d'épuisement. Pour eux, ce n'était pas une opération tactique. C'était leur fille qui faisait une dépression nerveuse devant les personnes les plus importantes qu'ils connaissaient. Alicia, arrête, a plaidé ma mère en se tordant les mains. Va-t'en. N'as-tu pas fait assez de dégâts? Pourquoi portes-tu ce gilet? Tu as l'air ridicule. Je travaille, maman, dis-je entre mes dents serrées. Travailler. Mon père s'est avancé. La honte dans ses yeux était palpable. Il a regardé Gerald, puis moi, et a décidé qu'il devait se distancer de sa fille ratée une dernière fois. Tu es une honte, Alicia, a-t-il craché. Les mots sont restés en suspens, lourds et toxiques. Regarde-toi, débarquant dans une maison respectable, criant des ordres. Pourquoi? Tu as perdu ton travail? Tu es là pour mendier de l'argent parce qu'on t'a viré de ton itinéraire de livraison? Papa, écoute-moi. Non, Théoï, tu écoutes, a-t-il crié, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Tu nous fais passer pour des imbéciles. Tu nous fais passer pour des déchets. Tout ça, ce drame, juste parce que tu conduis un camion, juste parce que tu livres des boîtes à lunch pour vivre et que tu ne supportes pas que ta sœur soit une réussite. La pièce était mortellement silencieuse. L'insulte a résonné sur les sols en marbre. Point juste parce que tu livres des boîtes à lunch. C'était le piège du mépris. Ils m'avaient construit une cage avec leurs propres insécurités, et ils refusaient de m'en laisser sortir, même quand les clés leur crevaient les yeux. J'ai regardé mon père. J'ai regardé Kay, ricanant dans sa robe argentée. J'ai regardé Gerald, composant le 911 sur son téléphone. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le pont n'était pas seulement brûlé, il était incinéré. Je ne suis pas là pour de l'argent, papa, dis-je doucement. Et je ne suis pas là pour des boîtes à lunch. J'ai levé la main vers mon oreillette. L'atout entre dans la structure, ai-je dit dans le micro. De quoi tu parles, a répliqué Kay. À qui tu parles? Tu es folle. Avant que je puisse répondre, la lourde porte d'entrée derrière moi, que j'avais laissée entr'ouverte, s'est ouverte en grand. 2 agents massifs du secret service en costume sombre sont entrés. Des pistolets mitrailleurs MP5 tenus en position basse. Ils ont balayé la pièce en une fraction de seconde, leur présence changeant instantanément la pression atmosphérique de la maison. Kay a halté et a reculé d'un pas. Gerald a laissé tomber son téléphone. Et puis,
passant à travers la phalange d'agents, est arrivé le secrétaire d'État. Il avait l'air fatigué, débraillé, et sentait la fumée. Mais c'était sans aucun doute Thomas J. Preston, l'homme dont le visage était aux informations tous les soirs. Il a marché droit vers moi, ignorant tout le monde dans la pièce. « Agent Cooper », a dit le secrétaire, sa voix forte et claire dans le silence stupéfait. « Le périmètre est sécurisé ?» J'ai regardé mon père, dont la bouche était bée. J'ai regardé Kay, dont le visage était devenu pâle comme un fantôme. « Le périmètre est sécurisé, monsieur le secrétaire, dis-je. Bienvenue dans la planque. »« Le périmètre est sécurisé, monsieur le secrétaire, dis-je. » Les mots restèrent suspendus dans l'air pendant exactement une seconde. Puis le monde s'est retourné. La lourde porte d'entrée en chêne ne s'est pas simplement ouverte, elle a été enfoncée. Deux grands hommes en costume sombre et mal ajustés ont fait irruption. Ils se sont déplacés avec la vitesse terrifiante d'une équipe d'intervention tactique. Ils ne ressemblaient pas à des invités. Ils ressemblaient à des masses. Agents fédéraux. Les mains. Montrez-nous vos mains. Le cri était assourdissant, rebondissant sur les sols en marbre et les hauts plafonds du hall des Whitley. L'agent de tête, un homme que je connaissais sous le nom de Johnson, a balayé la pièce avec le canon de son pistolet mitrailleur MP5. Il ne visait personne en particulier, mais la menace était universelle. Dégagez. Libérez le centre, a aboyé Johnson. La panique est une chose curieuse. Elle arrache instantanément le vernis de la civilisation. Les riches invités PDG, avocats, mondains n'ont plus débattu des droits de propriété. Ils se sont démenés. Ils ont laissé tomber leur verre de cristal. Ils se sont plaqués contre les murs tapissés de soie, les mains tremblantes en l'air, terrifiés qu'il s'agisse d'un vol ou d'un raid. Gerald Whitley, qui quelques secondes auparavant menaçait de me faire arrêter, a trébuché en arrière, renversant une table d'appoint. Son visage est passé du violet au blanc craie. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » a-t-il balbutié, les mains levées, paumes ouvertes. Je n'ai pas bougé. Je suis resté au centre du chaos, pieds nus dans mes bottes, regardant la mer Rouge se séparer. Et puis il est entré. Le secrétaire d'État Thomas J. Preston a franchi le seuil. Il ressemblait exactement à ce qu'il était sur CNN, mais en plus réel. Il avait 62 ans, des cheveux d'argent et le genre de gravité qu'on ne peut acheter, peu importe sa richesse. Sa veste de costume était poussiéreuse de l'explosion sur l'autoroute, et sa cravate était de travers, mais sa présence était indéniable. Il portait le poids du gouvernement des États-Unis dans sa démarche. La pièce est devenue silencieuse, un silence de vide. Gerald Whitley s'est figé. Il a cligné des yeux. Il a plissé les yeux. C'était un homme qui donnait généreusement aux campagnes politiques. Il connaissait les visages. Il connaissait le pouvoir. Il a regardé l'homme debout dans son hall. Il a regardé le détachement du secret service qui le flanquait. Monsieur. Monsieur le secrétaire, a chuchoté Gerald. L'arrogance s'est vidée de lui comme l'eau d'un barrage brisé. Gerald tenait un verre de Bordeaux de 1998 dans sa main droite. Alors que la réalisation que le troisième homme le plus puissant d'Amérique se tenait dans son hall frappait son cerveau, ses doigts ont simplement cessé de fonctionner. Smash! Le gobelet de cristal a heurté le tapis persan blanc immaculé. Le son était comme un coup de feu dans le silence. Le vin rouge foncé a explosé, tachant la laine blanche comme une scène de crime fraîche. Gerald n'a même pas baissé les yeux. Il ne pouvait pas quitter des yeux le secrétaire. Le secrétaire Thomas n'a pas regardé Gerald. Il n'a pas regardé Kay, qui se tenait la bouche ouverte, son visage un masque de confusion et d'horreur. Il n'a pas regardé mes parents, qui étaient plaqués contre le mur comme des enfants effrayés. Il a marché droit vers moi. Il s'est arrêté à 60 centimètres. Il a regardé mon gilet en Kevlar, ma spirale radio et la sueur sur mon front. Puis, devant tout le monde, il a tendu la main et a posé une main ferme et paternelle sur mon épaule. C'était un geste d'un immense respect. « Cooper », a dit le secrétaire. Sa voix était chaude, fatiguée, mais assez forte pour que le dernier rang entende. « Vous l'avez encore fait. C'était une sacrée décision pour la route d'extraction.
Si nous étions restés sur la paille 2 minutes de plus, eh bien, je ne pense pas que nous aurions cette conversation. Juste mon travail, monsieur, dis-je, gardant une posture rigide. La planque était la seule option viable. La planque, a-t-il gloussé, jetant un coup d'œil au hall opulent. C'est certainement confortable. Mieux que le bunker de l'ambassade. Il a serré mon épaule une dernière fois, un signal de camaraderie qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, et s'est tourné pour faire face à la pièce. Il a croisé le regard de Gerald Whitley. Gerald avait l'air sur le point de s'évanouir. Il a essayé de parler, mais seul un couinement est sorti. Monsieur Whitley, je présume, a demandé le secrétaire Thomas, s'avançant la main tendue. Les agents du secret service ont légèrement baissé leurs armes, mais ont gardé les yeux sur les invités. Oui, a réussi à articuler Gerald. Oui, monsieur le secrétaire. Je suis honoré. Nous ne. Je dois m'excuser pour l'intrusion, a dit le secrétaire en serrant la main molle de Gerald. Mon convoi a été pris en embuscade sur Rockville Pike. Nous avons essuyé de lourds tirs. Mon véhicule de tête a été neutralisé. Des halètements ont parcouru la pièce. Embuscade. Tir nourri. C'étaient des mots des informations, pas des mots pour un cocktail à Chevitches. C'était une situation critique, a poursuivi le secrétaire, sa voix douce et diplomatique. Heureusement, mon élément de sécurité principal a pris une action décisive. Elle a réquisitionné votre résidence comme un emplacement renforcé temporaire jusqu'à l'arrivée de l'équipe de soutien. Il s'est retourné et m'a désigné d'un geste de la main. Vous devriez être incroyablement fier, monsieur Whitley, a dit le secrétaire en souriant à la pièce. On m'a dit que c'est la sœur de votre belle-fille. Il est rare de voir un tel instinct sur le terrain. Il a regardé mes parents. Mon père était appuyé contre le mur, le visage gris. Ma mère fixait l'arme à ma hanche comme si c'était un serpent venimeux. L'agent Alicia Cooper est l'un des meilleurs atouts du service de la sécurité diplomatique, a annoncé le secrétaire. Il ne parlait pas seulement, il témoignait. Un agent spécial senior de grade GS 15. Savez-vous combien peu de gens atteignent ce grade à son âge? Elle dirige mon détachement de protection. Elle coordonne la logistique pour les sommets nucléaires. Elle est littéralement la raison pour laquelle je rentre chez ma femme le soir. GS 15, agent spécial senior, sommet nucléaire. Les mots ont frappé la pièce comme des obus de mortier. J'ai regardé Kay. Ses yeux passaient du secrétaire à moi. J'ai vu son cerveau essayer de traiter les données. La livreuse, les boîtes, la logistique. Logistique, a murmuré Kay, le mot lui échappant comme une malédiction. Oui, logistique, a hoché la tête le secrétaire, l'entendant. Logistique sécurisée. La plus complexe qui soit. Cooper ici déplace des montagnes pour que nous puissions faire notre travail. Il s'est retourné vers Gerald, qui regardait la tache rouge sur son tapis, puis moi. Il m'a regardé avec de nouveaux yeux. Il a vu le gilet non pas comme un costume, mais comme une armure. Il a vu le camion de livraison dehors non pas comme une horreur, mais comme un tank. Nous n'avions aucune idée, a balbutié Gerald. Alicia n'a jamais. Elle n'a jamais dit. Elle ne l'aurait pas fait, a dit le secrétaire, son ton se durcissant d'une fraction. C'est une professionnelle. Les professionnels silencieux ne se vantent pas. Ils servent, tout simplement. Il m'a regardé de nouveau. Je vous dois un verre quand tout ça sera terminé, Cooper. Peut-être quelque chose de mieux que l'eau que vous buviez tout à l'heure. Je prendrai ça pour plus tard, monsieur, dis-je. L'hélicoptère est à 3 minutes. Nous devons vous déplacer vers la zone d'atterrissage dans le jardin arrière. Montrez le chemin, agent, a-t-il dit. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ma mère pleurait. Pas les fausses larmes sociales qu'elle utilisait pour les faits. C'étaient de vraies larmes de choc et d'humiliation. Elle réalisait que la fille mal élevée qu'elle avait chassée avec un couteau à gâteau venait de faire entrer le gouvernement américain dans son salon. Mon père ne pouvait pas soutenir mon regard. Il regardait le sol. Et Kay. Kay avait l'air petite dans sa robe argentée scintillante, entourée de ses choses chères.
Elle avait l'air insignifiante. Son succès en tant qu'avocate d'affaires ressemblait à un jeu d'enfant comparé à la réalité qui venait de franchir sa porte. Alicia, a commencé Kay, sa voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste tapé sur mon oreillette. Johnson, prenez la tête, ai-je ordonné. Sécurisez le jardin arrière. Nous déplaçons l'atout. Reçu, chef, a répondu Johnson, fort et clair. Chef. Je leur ai tourné le dos. J'ai tourné le dos au vin renversé, au visage choqué et aux années passées à être l'échec. J'ai fait traverser la cuisine au secrétaire d'État, là où on m'avait dit d'utiliser l'entrée de service à peine 1 heure plus tôt. Mais cette fois, je ne transportais pas de soda. Je transportais le poids du monde. Et je ne m'étais jamais sentie aussi légère. L'extraction a été parfaite, comme dans un manuel. En moins de 12 minutes, un convoi secondaire de SUV noirs avait envahi l'allée du domaine des Whitley. Un bruit de battement rythmé distinct a rempli l'air alors qu'un hélicoptère médicalisé survolait, son projecteur fendant l'obscurité de la nuit de chez Vitchess. Je me tenais près de la portière ouverte du véhicule de tête, regardant le secrétaire Thomas monter à l'intérieur. Avant que la portière ne se ferme, il s'est retourné vers moi une dernière fois et a fait un salut bref. « Reposez-vous, Cooper », a-t-il dit. « C'est un ordre. »« Oui, monsieur », ai-je répondu, rendant le salut. La lourde portière a claqué. Le convoi a démarré en trombe, les pneus crissant sur le gravier, les gyrophares rouges et bleus se reflétant sur les visages terrifiés des voisins qui s'étaient rassemblés à leurs fenêtres. Et puis le silence est revenu. Ce n'était pas le silence poli et murmurant d'un cocktail. C'était le silence lourd et suffocant d'une salle d'audience après la lecture d'un verdict de culpabilité. Je suis restée seule sur l'allée, l'adrénaline commençant à se dissiper, laissant derrière elle une clarté froide et cristalline. Je me suis retournée. Ils étaient tous là, près des marches de l'entrée. Mes parents, Kay, Gérald et Patricia. Ils ressemblaient à des statues dans un musée des regrets. Gérald Whitley a été le premier à bouger. La fanfaronnade, l'arrogance, la voix tonitruante du patriarche, tout avait disparu. À sa place, il y avait l'anxiété tremblante d'un homme qui réalisait qu'il venait de menacer d'arrestation un agent fédéral devant son patron. Il a marché vers moi, les mains jointes comme en prière. Il n'a pas regardé mon visage. Il a regardé l'insigne à ma ceinture. Mademoiselle Cooper. Ah, madame, a balbutié Gérald. Il a vraiment utilisé le mot « madame ». Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses. Vraiment. Il y a eu un terrible malentendu ce soir. Il a tendu la main, puis l'a retirée, ne sachant pas s'il avait le droit de me toucher. Nous n'avions aucune idée de votre position, a-t-il poursuivi, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir en soie. Si nous l'avions su, évidemment, l'hospitalité aurait été différente. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à la famille de mes accès de colère antérieurs. C'était juste le stress de la soirée. Je l'ai regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Peur des audits, peur des retombées politiques, peur de perdre son statut social. Ce n'était pas un malentendu, monsieur Whitley, dis-je. Ma voix était calme, posée et totalement indifférente. C'était une révélation. S'il vous plaît, a-t-il supplié, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace. Entrons. Ouvrons une bouteille du bon cru. Patricia peut demander au chef de préparer quelque chose. Nous devrions célébrer votre héroïsme. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé par-dessus lui, vers mes parents. Ma mère s'éponguait les yeux avec une serviette en papier. Mon père fixait ses chaussures, incapable de lever la tête. Pourquoi n'as-tu rien dit ? A articulé ma mère, sa voix stridente d'accusation et d'embarras. Alicia, pourquoi ? On pensait que tu avais des difficultés. On t'a envoyé des coupons. On s'inquiétait pour toi. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux plaidant pour que j'accepte son récit, pour que j'accepte que sa cruauté était en fait un amour mal avisé. On voulait juste que tu sois en sécurité, a-t-elle sangloté.
On pensait que tu conduisais un camion parce que tu n'avais pas d'autres options. Pourquoi nous as-tu laissé croire ça? J'ai senti un fantôme de sourire effleurer mes lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire que l'on a quand on résout enfin une énigme qui vous a tourmenté pendant des années. Vous n'avez pas pensé, maman, dis-je. Quoi? Elle a cligné des yeux, confuse. Vous avez choisi de croire au mensonge, dis-je en me rapprochant d'elle. Le gilet en Kevlar me semblait un bouclier contre sa manipulation émotionnelle. Parce que croire que j'étais un échec était plus facile pour vous. C'était confortable. Si je suis l'échec, alors qu'est la star. Si je suis le cas social, alors vous pouvez être les parents bienveillants. J'ai fait un geste vers la maison, vers la fête, vers la vie qu'ils avaient construite sur les apparences. La vérité que je réussis, que je suis puissante, que je n'ai pas besoin de vous, cette vérité était gênante pour votre récit, dis-je. Alors vous avez ignoré les signes. Vous avez ignoré la réalité. Vous vouliez une livreuse, alors vous avez fait de moi une livreuse. Mon père a alors levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Alicia. Nous sommes tes parents. Biologiquement, oui, ai-je hoché la tête. Mais ce soir, vous avez clairement montré que je suis aussi une honte et mal élevée. Je crois que ce sont vos mots, papa. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Finalement, je me suis tournée vers Kay. Elle se tenait légèrement derrière Gérald, sa robe argentée avait l'air froissée, son maquillage était maculé. L'enfant prodige avait perdu son éclat. Elle m'a regardée avec un mélange de jalousie et de peur. Pour la première fois de sa vie, elle était la petite. Tu as gâché ma fête de fiançailles, a murmuré Kay, capricieuse jusqu'au bout. Non, Kay, dis-je doucement. J'ai sauvé ta fête de fiançailles d'être une scène de crime. Mais honnêtement, je m'en fiche. J'ai regardé la bague à son doigt, un gros et lourd diamant payé par un homme qui était actuellement terrifié par sa sœur. Félicitations pour les fiançailles, dis-je. J'espère vraiment que ton fiancé aime la vérité plus qu'il n'aime la fiction que tu inventes. Parce qu'un jour, les histoires que nous racontons sur nous-mêmes s'effondrent. Je me suis détournée. Alicia, attends, a appelé ma mère. Où vas-tu? Reste. On peut arranger ça. Je n'ai pas arrêté. J'ai marché jusqu'à mon camion. Le Ford F-150 était là, ronronnant doucement, une bête parmi les berlines de luxe. Il était éraflé, poussiéreux et utilitaire. Il était exactement comme moi. Je suis montée sur le siège du conducteur. Le cuir était frais. La cabine sentait la sécurité. J'ai sorti mon téléphone pour régler le GPS. Ding. Une notification a glissé sur l'écran. Bank of America, virement reçu. 2, DE accent aigu P. D'état DEU, trésor montant, 15 000 $ mémo, prime de risque, bonus code rouge, j'ai fixé le chiffre. 15 000 $ pour 30 minutes de travail. Plus que ce que Kay gagnait en 2 mois à rédiger des mémoires. Plus que la valeur de tous les coupons que ma mère avait jamais découpés de sa vie. Je ne me sentais pas arrogante. Je n'ai pas ressenti le besoin de retourner à l'intérieur pour leur montrer l'écran. La validation ne venait plus d'eux. Elle venait du travail. Elle venait de la mission. Elle venait de moi. J'ai connecté mon téléphone au haut-parleur Bluetooth. J'ai parcouru ma playlist jusqu'à trouver la seule chanson qui correspondait au moment. Les premiers accords de piano de My Way de Frank Sinatra ont rempli l'habitacle. And now, the end is near. And so I face the final curtain. J'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur. Je les ai vus debout là, un groupe blotti de personnes rapetissant au loin, piégées dans leur cage dorée d'attente et de mensonges. J'ai passé la vitesse. IVE lived a life that is full. IVE traveled each and every highway. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le camion a bondi en avant, laissant le domaine des Whitley derrière. J'ai franchi le portail ouvert, dépassé les chaînes, et j'ai tourné sur la route principale. L'autoroute s'étendait devant moi, vide et sombre, éclairée uniquement par mes phares. Mais au loin, à l'horizon, la plus faible lueur de l'aube pointait. Je n'étais plus leur fille.
Je n'étais pas la sœur. Je n'étais pas la livreuse. J'ai baissé la vitre, laissant le vent froid me frapper le visage, emportant l'odeur de parfums éventés et de vieux regrets. J'étais l'agent Alicia Cooper, et j'avais une longue route devant moi. I did it my way. S'il y a une vérité que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci: vous ne pouvez pas forcer les gens à vous respecter, surtout quand leur manque de respect sert leur propre ego. Pendant des années, j'ai essayé de me faire toute petite pour rentrer dans la petite boîte de ma famille. Mais j'ai appris qu'un diamant ne perd pas sa valeur simplement parce qu'il est caché dans le noir. La monnaie la plus chère que vous puissiez jamais payer est votre propre tranquillité d'esprit, juste pour mettre les autres à l'aise. Arrêtez de vous expliquer à des gens qui sont déterminés à mal vous comprendre. Votre valeur n'est pas définie par leur validation. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner et de réussir en silence. Si mon parcours a allumé un feu en vous aujourd'hui, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à trouver d'autres moutons noirs qui ont besoin d'entendre ce message. Je veux entendre votre histoire dans les commentaires. Avez-vous déjà dû cacher votre vraie nature juste pour maintenir la paix dans votre famille? Ou avez-vous enfin trouvé le courage de vous éloigner comme je l'ai fait? Tapez « Je choisis ma voix » ci-dessous pour déclarer votre liberté aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire de justice et de rédemption. D'ici la prochaine fois, restez forts et continuez d'avancer.